Un empire comique bâti sur des grimaces, un dernier souffle dans le silence d'un château, et une question qui hante encore le cinéma français: pourquoi l'industrie qui l'a adulé a-t-elle déserté son enterrement? Ce que vous allez découvrir sur les derniers instants de Louis de Funès va bouleverser votre vision de cet homme. Avant d'entrer dans cette histoire poignante, abonnez-vous à Secret Stars et activez les notifications. Votre soutien nous permet de révéler ces vérités que personne n'ose raconter sur vos icônes préférées. Maintenant, plongeons dans le crépuscule d'une légende, Louis de Funès. Ce nom résonne comme un monument du 7e art français. Pendant 20 ans, cet homme minuscule d'1,64 m a dominé les salles obscures avec une intensité volcanique. Des performances qui ont attiré 150 millions de spectateurs. Un règne absolu sur le box-office. Le Gendarme, Fantomas, La Grande Vadrouille, des titres gravés dans la mémoire collective. Mais avant la gloire, il y a eu la lutte. Né en 1914 de parents espagnols immigrés, Louis n'a pas emprunté le chemin royal vers la célébrité. Pianiste dans des cabarets sombres, acteur de théâtre anonyme, petit rôle après petit rôle, c'est un homme qui a grimpé l'échelle marche par marche avant d'exploser à l'écran avec ce style si particulier. Des gesticulations frénétiques, des colères mémorables, une énergie concentrée dans un corps frêle. Mais voilà le paradoxe fascinant. L'homme qui incarnait des personnages tyranniques et explosifs vivait dans une bulle de calme et de discipline. Profondément croyant, pratiquant assidu, il assistait à la messe, priait quotidiennement. En 1967, fort de ses succès, il acquiert le château de Clermont au Cellier, un refuge, un sanctuaire loin de l'agitation parisienne où il cultive des roses, pêche et vit presque en ermite. Deux vies, deux visages, et entre les deux, des secrets qui vont éclater. Car derrière l'image du mari dévoué se cache une vérité plus complexe. Début des années 80, Louis entretient une liaison avec Macha Béranger, animatrice radio charismatique connue pour son émission nocturne où les auditeurs dévoilent leur intimité. Leur connexion transcende l'amitié. C'est une complicité intellectuelle, émotionnelle, créative. Le milieu du cinéma le sait, tout le monde le sait, mais personne n'en parle ouvertement. Michel Galabru, son complice à l'écran et dans la vie, révélera plus tard les coulisses de cette relation. Pendant le tournage du dernier film de la saga des Gendarmes, Louis exige la présence permanente de Macha sur le plateau. Mais attention aux détails qui en dit long. Il fait aménager sa loge avec une sortie secrète, une fenêtre, pour qu'elle puisse s'évaporer si Jeanne, son épouse, débarque sans prévenir. Sauf que Jeanne n'est pas née de la dernière pluie. Elle capte les signaux, l'agitation suspecte avant ses visites, les regards échangés. Elle comprend tout. Sa réponse: pas de crise, pas de drame public, juste une présence, quotidienne, implacable. Elle commence à accompagner Louis chaque jour sur les tournages, du lever au coucher du soleil. Une gardienne silencieuse. Louis se retrouve prisonnier de sa propre vie. D'un côté, Jeanne, l'épouse qu'il a soutenue pendant 40 ans, de l'autre, Macha, cette étincelle qui ravive sa créativité. Mais comment choisir sans détruire son image, sans blesser ses fils, sans provoquer le scandale que sa foi catholique lui interdit de créer? Ce conflit silencieux le dévore de l'intérieur, et son corps commence à envoyer des signaux d'alarme. Mars 1975, la date qui changera tout. Un matin ordinaire dans son appartement parisien. Soudain, la douleur. Fulgurante. Le premier infarctus frappe sans prévenir. Hospitalisation d'urgence. Les médecins parviennent à le stabiliser. L'entourage minimise. Un léger malaise cardiaque. Le public est rassuré. Mais 15 jours plus tard, alors qu'il discute tranquillement avec Jeanne, son corps lâche à nouveau. Deuxième infarctus, plus violent, plus dangereux. Cette fois, le verdict est sans appel. S'il veut survivre, c'est terminé. Fin de carrière, retraite immédiate, non négociable. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Louis ressent d'abord du soulagement. Il confiera à un journaliste: « Quand on m'a annoncé l'arrêt définitif, j'ai éprouvé une forme de libération. Le jardin, la nature, la tranquillité, tout ce que j'avais sacrifié pour les projecteurs. Retour au château, régime draconien, fin du sel, de la viande rouge, de l'alcool, que du poisson, des légumes vapeur, des médicaments quotidiens. » Et ce détail glaçant, Jeanne colle des listes de numéros d'urgence près de chaque téléphone de la maison. Ambulance, hôpitaux, centre antipoison, au cas où. Mais l'euphorie initiale s'évapore rapidement. Quelques semaines suffisent pour que l'angoisse le submerge. Ne plus jouer, ne plus être face caméra, c'est arracher son identité à un artiste.
Au fond de moi, je refusais que ce soit fini, avouera-t-il. Et contre toute logique médicale, il prend la décision insensée de revenir. 1976. L'aile ou la cuisse, avec Coluche. Un retour calculé. Journée courte, doublure fréquente, gestes atténués, mais le génie est intact. 6 millions de spectateurs. Le succès réaffirme son statut de roi du rire français. Il enchaîne La Zizanie, L'Avare, La soupe aux choux. Des films qui le maintiennent vivant. Parce que pour lui, arrêter de jouer, c'est cesser d'exister. Faire rire les gens, c'est la seule chose qui me donne l'impression d'être utile, répète-t-il comme un mantra. Mais dans les coulisses, on observe les dégâts. Entre les prises, il devient mutique, épuisé. Puis, devant la caméra, il s'illumine quelques secondes, avant de retomber dans un silence inquiétant. Son corps tient, mais à quel prix? Décembre 1982. Louis assiste à une représentation théâtrale de Papy fait de la résistance. Il rit aux éclats, déborde d'enthousiasme, accepte même d'en faire l'adaptation cinéma. Le producteur Christian Fechner se souviendra, il irradiait, on aurait dit qu'il renaissait. Personne n'imaginait ce qui allait suivre. Mais c'était le chant du cygne. Fin décembre, Louis cède à la pression familiale. Direction les Alpes avec sa petite fille Julia, 4 ans, pour ses premiers cours de ski. Lui qui déteste le froid, la neige, l'altitude, accepte par amour. Il la surveille obsessionnellement, refuse qu'elle rejoigne le club enfant de peur d'un enlèvement. Un grand-père hyper protecteur jusqu'à la paranoïa. Mais l'altitude le massacre. Fatigue, effoussolement, frisson. Ce qui commence comme un simple épuisement se transforme en grippe tenace. Retour au château, début janvier 1983. Son état ne s'améliore pas. Au contraire, il sombre. Ne sort plus dans le jardin, n'effleure même plus ses rosiers adorés. L'homme qui incarnait l'énergie pure reste désormais allongé, immobile, silencieux. Jeanne devient son infirmière permanente. Les numéros d'urgence sont toujours là, scotchés près des téléphones. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque instant. Le 27 janvier 1983, vers 19h, le coup près tombe. 3e infarctus. Le dernier. Jeanne appelle les secours. L'ambulance fonce vers l'hôpital de Nantes. Mais à 20h30, le cœur de Louis de Funès cesse de battre. Il avait 68 ans. 2 jours après, l'église Saint-Martin du Cellier déborde. 2000 personnes. Des centaines restent dehors dans le froid. Mais qui sont-ils? Principalement des villageois, des gens simples qui le connaissaient comme un voisin bienveillant, pas comme une star inaccessible. Le monde du cinéma, aux abonnés absents. Michel Galabru est présent, quelques fidèles aussi. Mais où sont les réalisateurs, les producteurs, les vedettes qu'il a fait briller? La vérité est cruelle. Louis avait été progressivement mis à l'écart par l'élite culturelle. Trop populaire, trop commercial, trop conservateur. Sa foi religieuse profonde et son retrait social l'avaient éloigné du cercle parisien. L'abbé Maurice, son ami, prononce l'homélie. La France pleure un acteur. Moi, je pleure un ami. J'ai vu la sérénité sur son visage ce dernier matin. Il était prêt pour le voyage. Louis repose dans la tombe qu'il avait dessinée lui-même. Simple, des rosiers, une croix de pierre, inspirée d'une tombe militaire en hommage à son frère mort dans la guerre. Ni statue, ni marbre, juste des fleurs et du silence, avait-il demandé. Louis de Funès a consacré sa vie à transformer nos larmes en rire. Mais sa fin, à lui, s'est écrite dans le silence d'un château loin des projecteurs qu'il avait tant dominés. Sa question résonne encore. Honorons-nous vraiment nos génies avant qu'il ne soit trop tard? Et vous, quel souvenir gardez-vous de lui? Quel film continue de vous arracher un sourire? Si cette histoire vous a ému, likez, commentez, partagez. Ensemble, maintenons sa mémoire vivante. Rendez-vous très vite sur Secret Stars pour d'autres révélations.